Bonjour à tous et bienvenue dans cette initiation à la gestion des couleurs. Je me présente, je m'appelle Arnaud Frisch, je suis photographe professionnel et auteur d'un guide de la gestion des couleurs sur Internet. Dans ce tutoriel vidéo, nous allons nous intéresser au choix de l'espace couleur de nos images. Comme il s'agit d'une vidéo qui s'adresse principalement aux débutants, je vais vous montrer comment choisir entre les fameux espaces sRGB et Adobe RVB 98 sur votre appareil photo. Donc il s'agit plutôt d'une vidéo qui s'adresse aux personnes qui travaillent en JPEG ou éventuellement qui travaillent en format RAW et qui hésiteraient entre ces deux espaces très connus, le sRGB et l'Adobe RVB. Donc dans ce tutoriel, nous allons voir 4 points. Dans un premier temps, nous allons revoir assez rapidement, assez brièvement, qu'est-ce qu'un espace couleur. Ensuite, nous allons étudier les différences théoriques et pratiques entre le sRGB et l'Adobe RVB. Nous allons continuer avec le choix entre le sRGB et l'Adobe RVB sur votre appareil photo. Où ça se trouve, comment fait-on? Et enfin, je vous donnerai tous mes conseils pour bien choisir entre ces deux espaces selon l'utilisation que vous faites de votre appareil photo, selon le sujet que vous allez photographier, selon la façon dont vous traitez vos photos. Donc voilà, je vais vous donner un certain nombre de conseils. Donc commençons par un petit rappel, qu'est-ce qu'un espace de couleur? Un espace de couleur est un ensemble de couleurs. On appelle cela également un gamut. Donc vraiment un gamut, c'est un terme qui est très utilisé en gestion de la couleur. C'est un ensemble de couleurs reproductibles par un appareil photo par exemple, par un écran, par une imprimante. Il représente l'ensemble des couleurs qu'un appareil photo peut prendre en photo. Traditionnellement, on peut les représenter de deux façons. Donc, en voici une première. Donc vous avez un carré qui représente l'ensemble des couleurs qu'est capable de voir l'être humain. On voit des petits coordonnées, -A plus A plus B moins B, tout simplement pour nous signifier qu'il s'agit du fameux espace lab. Donc le gamut lab, l'espace couleur lab, représente l'ensemble des couleurs qu'est capable de voir un être humain standard, moyen. Et par-dessus, on a projeté d'autres espaces couleurs, vous voyez qu'ils sont beaucoup plus petits. Donc en rouge, on a projeté le fameux espace sRGB, et en vert, on a projeté le gamut d'un couple papier-imprimante sur un papier brillant. Donc vous voyez que il y a deux choses intéressantes, ce sont des espaces beaucoup plus petits que le lab, et ils ne se superposent pas tout à fait, il y a bien une zone commune, mais il y a profil de l'imprimante, vous voyez qu'il y a des couleurs que l'imprimante est capable d'imprimer et qui n'appartiennent pas au fameux sRGB en rouge. Donc quelles sont les différences entre le sRGB et l'Adobe RVB? Donc l'espace sRGB, là on le voit très bien sur cette autre représentation, on appelle ça un diagramme de chromacité. Donc vous avez l'ensemble des couleurs qui est capable de voir l'être humain, qui est donc représenté par cette espèce de triangle au bord très arrondi. Et dessus, on a projeté en bleu le fameux espace sRGB et en orange l'Adobe RGB. Donc qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire et surtout quel impact cela peut avoir sur mes photos que cette différence qu'il y a entre ces deux espaces sRGB et Adobe 98. Mais avant d'aller plus loin, je vais d'abord vous montrer qu'il y a une confusion qui est souvent faite entre le fameux sRGB, qui est donc un espace plus petit que l'Adobe 98, et il a toujours cette image qui lui colle un peu à la peau, de dire qu'il est vraiment tout petit, qu'il ne permet pas de reproduire beaucoup de couleurs, qu'il est un peu terne. Donc nous allons passer dans Photoshop pour voir pourquoi cette confusion est parfois faite. Donc nous voici dans Photoshop, j'essaye d'ouvrir une photo dont le profil est manquant. Donc j'ai paramétré Photoshop avec un espace de couleur sRGB, comme on le voit ici. Et là j'essaye d'ouvrir une image qui ne contient pas de profil RGB. Donc comme vous l'avez peut-être vu sur une précédente vidéo qui concerne l'importance de l'espace couleur, de l'espace de travail de Photoshop, voilà, une image pour être affichée dans Photoshop doit forcément contenir un profil. Dans un fichier RVB, vous avez des valeurs rouge, vert, bleu. Ça ne correspond à aucune couleur tant que ce n'est pas associé à un profil ou un espace couleur. Donc je distingue tout cela également dans une autre vidéo. Donc à ce stade-là, Photoshop va me demander, quoi qu'il arrive, d'attribuer un profil à mon image, sinon il serait incapable de l'afficher. Il ne s'agit pas de choisir le bon profil, ce n'est pas bien grave, on peut le modifier plus tard, mais quoi qu'il arrive, il va falloir choisir un profil, donc qui pourrait être l'espace de travail de Photoshop
ou bien un autre, et là vous avez toute une liste de profils qui sont disponibles sur votre ordinateur, profil d'impression, d'écran ou autre. Donc admettons que le profil, voilà, je ne sache pas d'où vient cette image, et je choisisse le profil sRGB. Je fais OK. Mon image s'affiche avec des couleurs qui ne sont pas tellement pétantes, à part les capuchons sur les petites bouteilles, les couleurs, l'ensemble des couleurs paraît relativement un peu tristouille, un peu terne. Et en fait, c'est là d'où vient cette fameuse confusion, cette a priori sur le fameux sRGB. Le sRGB serait associé à un petit espace avec pas beaucoup de couleurs, avec des couleurs beaucoup moins ternes que dans des espaces beaucoup plus grands. Et bien, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, quand j'affiche le profil de mon image, et bien tout simplement je sais, parce que c'est une erreur de manipulation, j'ai fait exprès, en fait c'est une image qui normalement est en Adobe 98, j'ai fait exprès de l'ouvrir en sRGB, donc un espace qui ne correspond pas du tout aux vraies valeurs RVB de cette photo. J'ai fait exprès pour vous montrer à quel point cet espace pouvait sembler petit. Donc ce que je vais faire, je vais rétablir maintenant la vérité, et je vais attribuer un autre profil, et cette fois-ci, je vais attribuer le bon, l'Adobe RGB. Et comme par hasard, tout rentre dans l'ordre. Et là, toutes les couleurs sont normalement saturées, même les tonneaux au fond de la photo récupèrent une saturation normale. Donc c'est uniquement parce que j'avais commis une erreur volontaire. Or, il est très facile de commettre cette erreur. On travaille en Adobe 98. Photoshop, quand on n'est pas à l'aise avec la gestion de la couleur, il est plutôt réglé en sRGB. Or, malheureusement, un certain nombre de menus, profil manquant ou profil pas adéquat, il ne va pas vous ouvrir les bonnes fenêtres parce que vous n'aurez pas paramétré Photoshop pour qu'il gère correctement les couleurs, et Photoshop va vous imposer un mauvais espace de travail. Et donc, vous avez par exemple photographié en Adobe 98 sur votre appareil photo, vous ouvrez votre image dans Photoshop qui, lui, par défaut, est paramétré en sRGB, et avec une partie de la gestion de la couleur qui est désactivée. Et voilà comment on peut, de manière non intentionnelle, faire dire à vos images, et donc au sRGB, que c'est un mauvais espace de travail, tout petit, avec des couleurs ridicules. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est que je vais ouvrir une image Adobe 98 directement, vous voyez, boutique Adobe 98, elle contient un profil colorimétrique, l'Adobe, ce n'est pas celui de l'espace de travail, mais ça n'a aucune importance. L'espace de travail de Photoshop ne sert que, et vraiment uniquement, que si l'image n'a pas de profil. On peut très bien travailler avec le profil de l'image, l'espace de travail n'est pas du tout prioritaire, il est là uniquement au cas où l'image n'a pas de profil, sinon on ne peut pas ouvrir la photo. Et donc je décide de préférer le profil incorporé. Et comme par hasard, voilà, mon image est exactement la même que tout à l'heure. Voilà, vous êtes en Adobe 98 ici, avec le bon profil. On était parti d'une photo qui n'avait pas de profil. Là, cette fois-ci, la même photo avait un profil. Et comme par hasard, tout est rentré dans l'ordre. Mais plus intéressant, c'est que maintenant, cette même photo, puisque je suis parti de fichier RAW, je vais ouvrir toujours cette même photo, mais cette fois-ci en sRGB. Vous noterez au passage que comme j'ai activé la gestion de la couleur, il y a correspondance entre le profil de mon image et l'espace de travail, le sRGB, et comme par hasard, l'image est ouverte directement dans Photoshop sans m'ouvrir un menu, voilà, profil manquant ou profil non concordant. Il y a et un profil et il est concordant entre l'espace de travail et mon image, l'image s'ouvre directement. Eh bien, regardez les différences qu'il y a entre l'Adobe 98 et le sRGB. Eh bien, sur un écran classique calibré, vous allez vous faire mal aux yeux pour voir la différence, parce que tout simplement, il n'y en a pratiquement pas. Donc voilà, simplement en faisant les choses malencontreusement, on peut faire dire au sRGB un peu plein de choses, mais des choses qui sont fausses, qui relèvent d'une mauvaise manipulation. Si on fait les choses correctement, en sRGB, on peut obtenir, comme en Adobe 98, un ensemble de couleurs tout à fait cohérent, déjà très intéressant. Et donc, dans la suite de ce tutoriel, on va voir mais quelles sont réellement ces différences entre l'Adobe 98 et le sRGB. Nous avons vu qu'il y en a un qui était un peu plus grand que l'autre, donc il doit bien y avoir des différences. Mais quelles sont-elles réellement en théorie et réellement en pratique? Donc, poursuivons notre tutoriel. Donc, la différence ne va se faire que sur les couleurs, et c'est le graphique qui nous le montre, les plus saturées.
Et une chose très intéressante dans le cas du sRGB et de l'Adobe 98, les couleurs les plus saturées, mais comme vous pouvez le voir, principalement, j'ai presque envie de dire uniquement, mais principalement vers les verts. C'est-à-dire qu'entre le sRGB et l'Adobe 98, vous avez très peu d'écart dans les rouges, dans les bleus, dans les cyans, dans les violets. Toute la différence va se jouer sur les verts. Donc si vous photographiez des rouges comme les goulots de bouteilles tout à l'heure, eh bien il n'y a aucune raison, et on le voit bien sur le graphique, qu'il y ait une différence entre l'Adobe 98 et le sRGB. En revanche, si vous commencez à photographier la nature avec des choses vraiment très vertes, là vous allez pouvoir commencer à avoir des différences. Donc une autre chose qui est importante entre ces deux espaces, c'est que donc, vers les verts, vous avez un gamut, l'Adobe 98, qui est sensiblement plus grand, donc potentiellement plus grand, ça c'est très important. Ça ne veut pas dire que chaque photo va contenir des pixels dans ces verts-là, ça veut simplement dire que si jamais vous photographiez quelque chose avec ces verts-là, en Adobe 98, ils seront nuancés, en sRGB, ils seront remplacés entre guillemets par le vert le plus saturé, le plus proche, qui est capable de reproduire le sRGB. Et enfin, le dernier point qui est important entre ces deux espaces, le fait qu'il y en ait un plus grand que l'autre, une chose également importante, c'est que vous avez potentiellement plus de place pour travailler. Imaginez que vous ayez photographié des verts qui soient en limite de sRGB, donc la photo en Adobe, la photo en sRGB est rigoureusement la même, mais que par ailleurs, vous aimez en post-traitement davantage saturer vos photos. Eh bien, nous voyons très clairement sur ce graphique que vers les verts, vous avez beaucoup plus de place, vous avez beaucoup plus de marge de manœuvre pour pouvoir conserver des nuances dans les verts et saturer davantage vos couleurs vertes sur cette image. Sur les rouges et les bleus, ça ne changera pratiquement rien entre ces deux espaces, il faudra en choisir d'autres pour avoir davantage de place, mais en l'occurrence, entre ces deux espaces, la principale différence va se faire vers les verts. Donc la grande question, mais que se passe-t-il si je ne veux pas photographier certaines couleurs très saturées, par exemple si je reste en sRGB plutôt qu'en Adobe RGB? Eh bien, il y a deux possibilités. Soit vous aimez saturer davantage vos images en post-traitement, soit vous souhaitez juste imprimer ce que vous avez pris en photo. Donc, premier exemple, vous aimez saturer vos images en post-traitement, soit parce que vous vous intéressez au HDR, ou tout simplement parce que vous aimez avoir des couleurs vraiment saturées dans vos images. Donc, en post-traitement, vous allez davantage saturer vos couleurs. Eh bien, vous avez un risque d'observer, et c'est l'avantage, un des principaux avantages de travailler avec un espace plus grand, c'est que vous avez un risque d'observer des cassures de ton, donc en l'occurrence, dans notre cas, vers les verts principalement. Donc je vais vous montrer maintenant sur cette photo de Paris que je vais développer à partir d'un fichier RAW et que je vais saturer, qu'est-ce qui se passe en saturant cette image dans les différentes parties colorées, les rouges, les bleus et les verts, voir concrètement qu'est-ce qui se passe sur votre image et pourquoi il y a un risque, entre guillemets, pourquoi il y a un risque potentiel. Nous allons voir que c'est totalement autre chose quand il s'agit d'imprimer. Donc revenons maintenant dans Photoshop. Donc je viens d'ouvrir cette image que je viens de développer, comme on le voit en bas, en sRGB, donc avec un petit gamut, avec peu de potentiel de développement de saturation, notamment vers les verts. Donc je vais agrandir sensiblement cette image, et nous allons effectuer un pomme U ou CTRL U, c'est-à-dire une saturation dans cette image. Donc j'ai bien coché le petit bouton aperçu, et là, je vais commencer à saturer mon image. Vous voyez, là, 30%, ça commence à faire vraiment beaucoup. Eh bien, qu'est-ce que j'observe? J'observe des couleurs très saturées, notamment vers les rouges, les bleus. Mais il se passe qu'effectivement, comme on le voit à peine sur une image à 100%, mais vers les verts, on commence à voir un peu des artefacts un peu étranges qu'on ne voit pas sur les rouges ou sur les bleus. Donc je vais agrandir davantage l'image. Voilà, dans cette zone, voilà, et on voit très clairement des cassures de ton qui commencent à opérer. Donc là, c'est clair que je viens de faire une accentuation qui est très importante, 30% c'est vraiment beaucoup. Voilà, on voit très clairement que jusqu'à 20%, on peut saturer cette image, donc ce qui veut dire que ces verts n'étaient pas en limite du sRGB. Donc là, en faisant de 0 à 20,
je vais franchir la limite de la saturation vers ces verts-là en sRGB, et à partir de 20, je vais commencer à les dépasser, et du coup, je vais commencer à observer des cassures de ton. Donc il aurait fallu que je développe cette image en Adobe 98 ou dans des espaces encore plus grands pour ne pas observer ces cassures de ton. Mais vous voyez qu'il y a un traitement différent pour les rouges, les bleus et les verts. Ce petit défaut se voit surtout vers les verts. Et on peut le revoir également sur la photo. Mais là, il faut encore agrandir l'image. C'est pareil, voilà, ça c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un défaut, mais il y a parfois ce défaut, pour le voir, il faut tellement grossir dans l'image que de toute manière, comme l'image va finir sur votre site internet ou sur un petit tirage A4, de toute manière, le défaut ne serait pas apparu. Donc là, si je pousse encore plus loin le bouchon, voyez, ouais, le bleu du ciel est OK, mais on voit bien qu'il se passe vraiment des choses étranges dans les couleurs, dans les verts, parce qu'effectivement, là, on n'avait plus assez de place, potentiellement, entre guillemets, entre le sRGB et l'Adobe 98. Donc le sRGB était aux limites des possibilités de saturation des verts sans ce risque de postérisation, mais là, c'est un pourcentage absolument hallucinant. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Là, pour une photo normalement saturée, on avait largement de la place pour saturer un peu cette photo jusqu'à une vingtaine de pourcents, lui donner un côté plus péchu, et on était dans les limites du sRGB. Quand on veut les dépasser, à ce moment-là, on observe cette fameuse cassure de ton dans les verts notamment, et qui donne vraiment cette supériorité théorique à l'Adobe 98. Donc cette supériorité théorique est incontestable à l'écran, mais notez aussi, comme je viens de le dire, qu'il faut parfois des fois agrandir énormément l'image pour le mettre en évidence. Donc voilà, c'est une supériorité théorique incontestable, mais qui des fois va avoir être très compliqué à mettre en œuvre si par exemple cette image devait servir uniquement pour un site internet. Donc maintenant, un deuxième cas, vous imprimez vos photos directement. Vous n'aimez pas spécialement saturer vos photos, mais vous souhaitez imprimer directement ce que vous avez photographié. Et bien là, le risque est beaucoup moins important, même si on a vu que bon, voilà, il n'était pas forcément en théorie très important et en pratique pas tant que ça selon les circonstances, selon ce que la quantité de verre qu'on avait photographié. Tout dépend si vous avez photographié des fleurs, des feuilles vertes en plein soleil et en proxy photo, ou si vous avez simplement quelques feuilles d'arbres ici, comme sur cette photo. Donc là aussi, ça va beaucoup jouer sur l'importance de l'espace de couleur que vous allez choisir. Mais sur cette photo-là, donc maintenant que je souhaite imprimer directement, eh bien nous allons voir que le fameux risque, entre guillemets, là est beaucoup moins important, parce qu'il n'y a plus de risque de cassure de ton, il y a simplement le risque de créer des zones d'aplat sans nuance. Donc dans le cas pour illustrer mon propos, j'ai simplement pris en photo 2 tirages. Là il s'agit de rouge parce que je n'avais pas de photo de forêt, de tirage de photos sous la main, donc j'ai pris des vitraux de la cathédrale de Bourges. J'ai développé toutes mes photos en sRGB, et pour que la démonstration soit la plus intéressante possible, j'ai développé cette photo également en ProPhoto, c'est-à-dire un espace beaucoup plus grand que l'Adobe 98, à tel point qu'il dépasse le sRGB même vers les rouges. Eh bien, qu'est-ce qu'on observe quand on regarde attentivement et quelle différence on voit entre la théorie et la pratique? En théorie, la photo développée en ProPhoto devrait me montrer beaucoup plus de nuances dans les rouges qu'avec le sRGB. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on oublie tout simplement la limite du gamut de l'imprimante, c'est-à-dire que mon fichier contenait réellement beaucoup plus d'informations dans les rouges sur le ProPhoto que sur le sRGB. Mais cette grosse différence a été gommée par la destination finale. Ça peut être Internet, ça peut être un tirage. Et là, qu'est-ce qu'on observe? On observe un aplat de rouge en sRGB, et on voit bien sur la photo développée en ProPhoto, mais encore faut-il, là, sur cet exemple que j'ai désaturé volontairement la photo, les 2 photos d'étirage que j'ai effectuées, pour vous montrer un peu quelque chose, parce que je peux vous assurer que dans la vraie vie, il n'y a quand même pas une grosse différence, hein. Faut presque un peu se faire mal aux yeux, il faut absolument comparer les 2 tirages l'un à côté de l'autre. Si vous le mettez dans une pièce et puis dans l'autre, vous êtes infoutu de voir la différence entre les 2 tirages, il faut une comparaison instantanée entre les deux. Donc toujours pareil, différence entre la théorie et la pratique. Eh bien, sur ce tirage-là, voilà, elle ne se fait que sur les couleurs très saturées, on voit très peu d'écart dans les bleus-violets, on en voit à peine dans les rouges, et le facteur limitant a été le gamut de l'imprimante. Pourtant, j'ai utilisé un gamut relativement grand, puisqu'il s'agissait de papier glossy, des papiers brillants,
qui offre les gamutes les plus larges aujourd'hui avec les imprimantes les plus récentes. Donc voilà, très clairement, j'espère vous avoir mis en évidence à quel point tout le travail, tout ce que l'on pourrait essayer de gagner en amont, à la prise de vue, en choisissant bien le sRGB ou l'Adobe 98, eh bien, quand il s'agit de traitement de son image avec une saturation, il y a effectivement un risque à ne pas choisir un espace suffisamment grand, les cassures de ton. En revanche, quand il s'agit simplement d'imprimer des tirages, nous allons voir que le facteur limitant, c'est le gamut de l'imprimante, et ça se traduit comment? Simplement par un aplat d'un rouge un peu moins saturé que sur la photo originale normalement. Bon, bah ça on le saura dans quelques années, quand les imprimantes auront amélioré leur gamut, eh bien nous pourrons repartir de ces deux photos, sRGB et Profoto, et là, cette fois-ci, montrer davantage de différence entre ces deux tirages. Mais avec la technique de 2014, on est encore dans les telles limites entre l'espace, le volume de l'espace des fichiers et le gamut de l'imprimante, qu'on perd une grosse partie de l'intérêt. Donc comment choisit-on sur notre appareil photo entre le sRGB et l'Adobe 98? Donc il est très important de rappeler que si on fait ce choix sur l'appareil photo, c'est forcément pour la partie JPEG des fichiers. Donc si vous choisissez de travailler uniquement en JPEG, vous avez donc la possibilité de choisir l'espace colorimétrique, sRGB ou Adobe 98. Si vous travaillez en RAW plus JPEG, eh bien là vous choisissez l'espace colorimétrique, mais uniquement du JPEG. C'est dans le logiciel de développement des RAW, Lightroom, Camera Raw, NX ou que sais-je encore, Capture One, DxO, que vous choisirez l'espace colorimétrique de destination. Et en plus, vous aurez davantage de choix. Et vous pourriez très bien d'ailleurs travailler en RAW, et pour autant ne pas essayer de choisir autre chose que le sRGB et l'Adobe RVP. En tout cas, le choix sur l'appareil photo n'a de sens que pour la partie JPEG de vos fichiers. Donc maintenant, quoi choisir? Voici mes conseils. Dans quel cas je vous conseille de choisir le sRGB? Si vous êtes débutant, vraiment, je vous conseille de choisir le sRGB. Vous n'allez pas forcément régler toutes les options de Photoshop de manière idéale. Donc, pour être sûr de ne pas faire de bêtises, eh bien, je vous conseille de choisir le sRGB. D'autant plus, c'est vraiment un autre gros avantage. Donc, j'espère vous avoir montré à travers cette vidéo à quel point le sRGB contenait déjà beaucoup de couleurs. Vous avez vu à quel point les bouteilles étaient déjà très belles en sRGB quand on faisait les choses correctement. Vous avez vu à quel point la photo de Paris était possible de la saturer davantage en sRGB tout en ne voyant pas de cassure de ton et donc en ayant une photo beaucoup plus saturée que ce que moi j'avais vu dans la réalité, toujours en ayant photographié ma photo en sRGB. Donc le sRGB n'est pas un petit espace, mais comme j'ai coutume de dire, ce n'est pas un petit espace, c'est le plus petit espace commun. Et pourquoi il a pignon sur rue? Tout simplement parce que depuis des années et des années, il correspond visiblement à un espace qui contient déjà suffisamment de couleurs pour que des tas de gens qui ont des yeux aussi comme vous et moi soient relativement satisfaits et ne soient pas limités par les limites théoriques du sRGB, qui, j'espère vous l'avoir également montré, sont incontestables. Mais j'espère aussi vous avoir montré que les avantages de travailler avec des espaces plus grands, eh bien, sont soit à la marge, soit vont être gommés malheureusement par l'étape suivante, la conversion pour un site internet, ou bien l'impression. Un autre intérêt de travailler, et où je vous conseillerais de travailler en sRGB, c'est si vous êtes un amateur un peu avancé, mais que vous vous contentez, entre guillemets, de photographier la nature telle qu'elle est, sans saturation excessive, et que vous ne diffusez vos images que sur Internet, sur Facebook. Donc là aussi, je vous conseille de rester en sRGB. Le fait d'être en Adobe RVB ne va pas vous apporter grand-chose. Voilà, par exemple, si vous diffusez vos images sur Internet, imaginez que vous photographiez des feuilles d'arbres, ce genre de choses, sans saturation excessive. Votre fichier d'origine contiendra effectivement dans certaines parties des feuilles davantage de nuances qu'en sRGB. Là où vous auriez un aplat de vert sur certaines parties de feuilles, vous auriez un peu de nuances en Adobe RVB. Le problème, c'est qu'à un moment, vous allez convertir votre image en sRGB pour pouvoir la diffuser sur Internet, et vous allez donc transformer ces nuances en un aplat que vous auriez obtenu directement en sRGB. Donc voilà, dans un cas de figure comme celui-ci, et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de photographes qui pourraient se reconnaître dans ce cas de figure-là, le sRGB pourrait très bien convenir pendant encore un certain temps.
Sachez que voilà, je fais de la photo depuis plus de 10 ans, je maîtrise maintenant, je crois, plutôt bien la gestion de la couleur. Eh bien, croyez-moi, il m'arrive encore très souvent de choisir le sRGB lors du développement de mes fichiers RAW. C'est la seule obligation que je m'impose, de travailler en RAW, pour justement attendre patiemment qu'un jour, il y ait de vrais avantages, notamment au gamut d'impression, à travailler avec des espaces beaucoup plus grands, parce que là, enfin, on sera capable de les imprimer et d'imprimer réellement les nuances qui sont dans notre fichier. Dans quel cas maintenant choisir plutôt l'Adobe RVB sur votre appareil photo toujours? Donc vous vous sentez de plus en plus à l'aise avec la gestion de la couleur et vous souhaitez optimiser vos images. Donc voilà, autant choisir l'Adobe RVB, vous savez ce que vous faites, vous savez que potentiellement vous pouvez photographier davantage de nuances, vous les conservez, vous imprimez vos photos autant que vous les diffusez sur Internet. Eh bien pour l'impression, là effectivement, si vous photographiez la nature régulièrement sans spécialement chercher des couleurs saturées, mais vous voulez vraiment photographier de manière optimale tant qu'il est possible de le faire en JPEG, eh bien à ce moment-là, je vous conseille effectivement de choisir l'Adobe RVB. Donc ainsi, vous aurez le plus de marge de manœuvre possible, quel que soit le sujet. Vous n'aurez pas de limite particulière avec l'Adobe RVB. Ça ne sera pas souvent un avantage déterminant, on peut même dire que ça sera souvent un petit avantage, mais il sera réel, il sera là, et puis c'est toujours pareil, c'est pour moi une très bonne habitude de travailler avec tout le potentiel, car n'oublions pas que les progrès des périphériques sont constants, et donc un jour, on pourra imprimer tout ce que réellement un fichier est capable de contenir comme différence. Et donc voilà, vous imprimez vos photos de temps en temps sur un papier brillant. Sur les papiers mat, vous ne verrez vraiment pas de différence parce que le gamut des papiers mat dans les couleurs saturées est tellement petit que toutes les différences de vos fichiers seraient totalement gommées. Et donc là, pourquoi pas choisir l'Adobe RVB. Donc si vous choisissez l'Adobe RVB, là c'est vraiment une condition sine qua non indispensable. Il faut absolument que vous activiez correctement la gestion de la couleur dans Photoshop. Je dédie des vidéos à ces réglages, de manière à pouvoir rester en Adobe RVB 98 le plus longtemps possible quand il s'agit de l'impression, et de bien utiliser les différents profils, et de savoir faire la conversion en sRGB. Donc voilà, je vous renvoie également à des vidéos pour savoir ce que c'est qu'une conversion en sRGB, et de bien gérer cette conversion en sRGB quand il s'agit de diffuser ces images sur Internet. Donc l'Adobe RVB est intéressant, permet d'utiliser de manière optimale ces fichiers JPEG, mais incontestablement demande une maîtrise plus importante de la gestion de la couleur pour ne pas se retrouver dans le fameux exemple que je vous avais montré au début, avec les bouteilles, une erreur qui donnerait à penser que le sRGB c'est petit, c'est minable. Donc voilà qui termine ce tutoriel vidéo, et donc vous pouvez me retrouver sur mon guide de la gestion des couleurs.com, mais également sur mon blog, blog.arnaudfriche.com. Sur ce blog, j'essaye davantage d'écrire des articles qui répondent aux questions les plus fréquentes que je reçois. Donc c'est un très bon complément de mon guide de la gestion des couleurs, qui est plus un travail de fond, un travail de pédagogie de fond. Et sur le blog, je vais plutôt écrire des petits articles complémentaires qui permettent d'aller un petit peu plus loin et qui tiennent donc davantage compte des questions que je reçois le plus régulièrement. Et enfin, je vous explique pourquoi cette vidéo est gratuite. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt sur mon guide gestion des couleurs.com et dans de nouvelles vidéos sur la gestion des couleurs.